J'étais assise dans le bureau de mon avocate spécialisée en divorce à Denver, au Colorado, un mardi matin d'octobre 2024, exactement 12 heures après que mon mari m'a quitté. La plupart des femmes auraient été en larmes, dévastées, suppliant leur mari de revenir ou se battant pour sauver leur mariage. Moi, je signais les papiers du divorce. Mon avocate, Patricia Morrison, m'a regardé par-dessus son bureau. Elle a étudié mon visage, mon calme, mes mains stables et mon absence de larmes. Vous déposez votre demande rapidement. La plupart des gens mettent des semaines avant même de prendre rendez-vous. Vous êtes ici dès le lendemain matin. Pourquoi attendre? Il a fait son choix. Votre mari vous a quitté pour votre meilleur ami hier soir, et vous demandez déjà le divorce ce matin. C'est inhabituel. Je suis pragmatique. Patricia a feuilleté la requête que je venais de signer, a lu la déclaration de patrimoine, a parcouru les états financiers, puis s'est arrêtée. Elle a levé les yeux vers moi, elle m'a vraiment regardé. Son expression est passée de la neutralité professionnelle à autre chose, la surprise, la réalisation, la compréhension. Sarah, dit-elle lentement. Est-ce que votre mari est au courant pour... Elle fit un geste vague vers les papiers. Pour tout ceci? J'ai esquissé un petit sourire entendu. Non. Patricia s'est adossée dans son fauteuil en cuir. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Il n'est pas au courant, n'est-ce pas? Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il vient de quitter. Pas la moindre idée. De quelle somme parlons-nous ici? Je me suis contenté de sourire plus largement. Assez. Assez pour qu'il regrette cela pour le reste de sa vie. Oh oui, c'est plus qu'assez pour cela. Patricia a ri, elle a ri aux éclats. Ce sera le divorce le plus satisfaisant que j'ai jamais traité, et je fais ce métier depuis 20 ans. Je l'espère. Quand avez-vous décidé de déposer la demande si vite? Au moment où il a franchi la porte. Je savais exactement ce que je devais faire. La plupart des gens attendent, espèrent, essaient de se réconcilier. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Avant de vous raconter ce que mon mari ignorait, depuis combien de temps je le cachais, et ce qui s'est passé quand il a fini par découvrir ce qu'il avait perdu, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui a joué le jeu. Sur le long terme, a gardé ses secrets et a tout gagné. Je m'appelle Sarah Michelle Hartley. J'ai 32 ans et, au cours des 8 dernières années, j'ai vécu dans le mensonge. Pas un mensonge malveillant, un mensonge protecteur, stratégique. J'ai grandi à Denver dans une famille de la classe moyenne. Mon père était comptable, ma mère était agente immobilière. Nous étions à l'aise mais pas riches. Nous partions en vacances une fois par an, mangions au restaurant le week-end et avions tout ce dont nous avions besoin, mais rien d'extravagant. Ma grand-mère, Helena Hartley, était différente. Elle venait de la vieille fortune minière du Colorado. Sa famille s'était enrichie dans les mines d'argent. Dans les années 1800, le genre de richesse qui permet de construire des manoirs et de financer des universités. Mais Helena était aussi prudente, protectrice et intelligente avec l'argent, d'une manière que la plupart des gens n'imaginent pas. Quand j'avais 16 ans, elle m'a fait asseoir pour une conversation qui a changé ma vie entière. Sarah, je vais te dire quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'argent change les gens. Il révèle qui ils sont vraiment. Et pas toujours de la bonne façon. Que veux-tu dire, grand-mère? Je veux dire que les gens t'utiliseront s'ils savent que tu as de l'argent. Ils prétendront t'aimer, prétendront se soucier de toi, mais en réalité, ils veulent juste accéder à ce que tu possèdes.
J'ai vu cela détruire 3 mariages. Dans notre famille. Ta grand-tante a épousé un homme qui a dépensé tout son héritage au jeu. La femme de ton oncle a divorcé et a pris la moitié de son entreprise. Le mari de ta cousine a dilapidé son fonds fiduciaire en 2 ans. C'est triste. C'est la réalité. Alors, je vais t'apprendre quelque chose d'important. Quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Si tu es intelligente, tu ne laisseras jamais personne savoir exactement ce que tu possèdes. Tu testeras les gens, tu observeras comment ils te traitent quand ils pensent que tu n'as rien. C'est là que tu verras leur véritable caractère. Comment dois-je m'y prendre? Tu vis modestement. Tu travailles. Tu agis comme si tu avais du mal à t'en sortir. Et tu observes. Tu seras étonné de ce que les gens révèlent quand ils pensent qu'il n'y a rien à gagner avec toi. Elena est morte quand j'avais 24 ans. Elle m'a tout laissé dans un trust, sa maison, ses investissements, sa richesse accumulée. Mais il y avait une condition cruciale. Je ne pouvais pas y toucher avant d'avoir 33 ans, soit presque une décennie plus tard. D'ici là, tu sauras qui tu es, en qui tu peux avoir confiance et ce que tu attends de la vie. Tu seras assez mûr pour gérer la richesse de manière responsable. Tu auras testé les gens autour de toi. Ainsi, pendant 8 ans, j'ai vécu une vie soigneusement construite, une performance, en réalité. Je suis allé à l'université et j'ai obtenu un diplôme en création littéraire, non pas parce que je voulais être riche, mais parce que je voulais donner l'impression de choisir la passion plutôt que le profit. J'ai commencé à travailler comme rédactrice indépendante après l'obtention de mon diplôme, des articles pour des sites web, des billets de blog pour de petites entreprises, de la rédaction marketing, de la création de contenu. Je gagnais environ 40 000 $ par an, de quoi vivre à Denver en faisant attention. Pas assez pour paraître riche, juste assez pour donner l'impression de s'en sortir. J'ai emménagé dans la vieille maison d'Elena, un modeste 3 pièces dans un quartier correct de Denver construit dans les années 70. Elle avait besoin de quelques réparations, une cuisine démodée, de la vieille moquette, rien de luxueux, rien qui n'évoque l'argent. Pour tous ceux qui me connaissaient. J'étais Sarah, l'écrivaine en difficulté, vivant dans la vieille maison de sa grand-mère parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir autre chose. À peine capable de joindre les 2 bouts, inquiète pour ses factures, une couverture parfaite, un camouflage idéal. Mais dans les coulisses, je faisais d'autres choses, des choses que personne ne savait. J'avais une activité secondaire de conseil financier sous un pseudonyme. Uniquement en ligne, aidant les petites entreprises dans leur planification budgétaire et leur stratégie d'investissement. Cela me rapportait 30 000 $ de plus par an, mais je n'en ai jamais parlé à personne. J'ai aussi commencé à investir avec prudence et stratégie, en prenant de petites sommes pour les transformer en quelque chose de plus grand. En 2019, quand j'ai rencontré Michael, j'avais déjà un joli petit pécule qui fructifiait. Rien d'énorme encore, mais cela se construisait, se capitalisait, grandissait. En 2019, j'ai rencontré Michael Chen, 34 ans, cadre moyen dans une entreprise technologique. Il gagnait environ 90 000 $ par an, un salaire décent. Ni riche, ni pauvre, juste confortablement installé dans la classe moyenne. Nous sommes rencontrés dans un café. Je travaillais sur mon ordinateur portable, il lisait un livre. Nous avons tous les deux tendu la main vers le même sachet de sucre, nous en avons ri et nous avons commencé à discuter. Il était charmant, drôle, terre à accent grave terre et semblait sincère. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Il n'a jamais posé de questions sur l'argent.
Il semblait heureux de partager les factures à 50-50e. Il n'a jamais essayé d'accéder à mes comptes ni de s'installer chez moi. Il m'a demandé en mariage en 2020 avec une petite bague, un anneau simple avec un diamant. Modeste. Rien d'extravagant. J'ai économisé pendant 6 mois pour acheter ça. J'espère qu'elle te plaît. Elle me plaisait, car cela montrait qu'il n'essayait pas de m'impressionner avec de l'argent qu'il n'avait pas. Il était honnête sur ses moyens. Nous nous sommes mariés en 2021. C'était un petit mariage 50 invités, mes parents, ses parents, des amis proches. Une cérémonie simple dans une salle locale et une réception dans un restaurant agréable mais sans chichi. Rien d'extravagant, rien qui puisse laisser penser que nous avions de l'argent. J'ai gardé mes finances complètement séparées. J'ai dit à Michael que j'étais de la vieille école, que je croyais en l'indépendance financière au sein du mariage. Et que ma grand-mère m'avait appris à toujours conserver mes propres comptes. Tout ce qui te rend heureuse, Sarah. Je te fais confiance. Nous partagions les dépenses du foyer à 50-50e. Il payait ses factures, je payais les miennes. Nous avions un compte joint pour les frais communs comme les courses, les services publics et les sorties. Chacun de nous versait $1000 par mois. Tout le reste restait séparé, mes comptes et les siens étaient complètement divisés. Michael ne l'a jamais remis en question. Il n'a jamais demandé à voir mes autres comptes. Il ne s'est jamais demandé pourquoi. J'insistais tant sur l'indépendance financière, parce qu'il pensait que je n'avais rien à cacher, juste une écrivaine indépendante essayant de maintenir un peu d'autonomie et de contrôle. Ma meilleure amie pendant tout ce temps était Lisa Brennan. Nous étions amis depuis l'université et avions été colocataires pendant 2 ans. Nous sommes restés proches après le diplôme, nous faisions des soirées entre filles chaque semaine et partagions tout. Du moins, c'est ce que je pensais. Lisa était responsable marketing dans une entreprise de taille moyenne et gagnait $60 000 par an. Elle se plaignait toujours de l'argent, de ses difficultés à épargner et de vivre d'un chèque de paie à l'autre. Tu as tellement de chance, me disait-elle. Michael est parfait, stable, gentil. Il a un emploi. Tu as trouvé un bon parti. C'est vrai. Tu penses qu'il a des amis célibataires? Quelqu'un comme lui? Je vais me renseigner. Nous faisions des soirées entre filles chez moi, vin et films, à nous plaindre du travail, à parler de nos relations, en étant les meilleurs amis du monde. Lisa savait que j'étais rédactrice indépendante. Elle savait que j'habitais dans la vieille maison de ma grand-mère et pensait que je m'en sortais à peine financièrement. Comment fais-tu pour payer cette maison avec un salaire d'écrivaine? M'a-t-elle demandé un jour. Ma grand-mère me l'a laissé. Pas d'hypothèque. Je paie juste les impôts, fonciers et les charges. C'est la seule raison pour laquelle je peux survivre en tant qu'indépendante. Sinon, je louerais un minuscule appartement. Quelle chance tu as. Un bien hérité, c'est une bouée de sauvetage. Oui, je ne sais pas ce que je ferais sans ça. Ni Michael ni Lisa n'avaient la moindre idée que je menais une double vie. Derrière cette façade d'écrivaine en difficulté, je construisais quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui changerait tout le moment venu. Au début de l'année 2024, les choses ont commencé à changer. De petites choses. Au début, facile à ignorer, facile à justifier. Michael a commencé à travailler tard, rentrant à 20h, 21h, parfois 22h. Toujours avec des excuses raisonnables. Gros projet au travail. Désolé, bébé. Je me rattraperai ce week-end. L'équipe est en retard. Je dois faire des heures sup. Mon patron me met la pression. Je dois rester tard.
Il a commencé à aller à la salle de sport plus souvent chaque matin avant le travail, parfois après aussi. Il a perdu 7 kilos en 2 mois. J'essaie juste de rester en bonne santé, de me sentir mieux dans ma peau, tu sais? J'approche du milieu de la trentaine. Je dois prendre soin de mon corps. Il s'est acheté de nouveaux vêtements, des chemises plus élégantes, des jeans mieux coupés, une veste en cuir, de nouvelles chaussures. Mes vieilles fringues étaient usées. Je me suis dit qu'il était temps de renouveler ma garde-robe pour avoir l'air plus professionnel. Il a commencé à être distant émotionnellement, moins affectueux, moins intéressé par le temps passé ensemble. Les soirées cinéma se résumaient à lui. Les yeux rivés sur son téléphone. Les soirées prévues ont été annulées. Je suis juste stressé. Le boulot, tout ça. Tu comprends, non? Une fois ce projet fini, les choses reviendront à la normale. Tous les signes classiques. Toutes les femmes les connaissent. Toutes les amies vous mettent en garde. Le travail tardif, les changements d'apparence, la distance émotionnelle, le téléphone qu'il surveille soudainement. Je savais ce qui se passait, mais je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas l'affronter. Je ne voulais pas être cette femme soupçonneuse. Mais en mars 2024, je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai donc engagé un détective privé, Marcus Webb. C'était un ancien policier de Denver qui dirigeait maintenant sa propre agence, spécialisée dans les cas d'infidélité. Excellente réputation, discret, professionnel. Je pense que mon mari a une liaison. J'ai besoin de preuves, de documentation. De tout. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Mon instinct et une douzaine de signaux d'alarme, les soirées tardives, le changement de comportement, les nouvelles habitudes. Les classiques. Je vais le suivre pendant 2 semaines, tout documenté. Vous aurez votre réponse. Marcus a suivi Michael pendant 2 semaines, a pris des centaines de photos, a documenté chaque rencontre suspecte, chaque lieu inhabituel et chaque routine. Puis il est venu chez moi avec un dossier plein de preuves. Un dossier épais. Trop épais. Votre mari a une liaison. Aucun doute là-dessus. Mon cœur a sombré, même si je m'y attendais. Avec qui? Une femme nommée Lisa Brennan. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quoi? Lisa Brennan? J'ai son adresse, sa plaque d'immatriculation, ses informations professionnelles. Ce nom vous dit quelque chose? C'est ma meilleure amie depuis l'université. Le visage de Marcus a exprimé de la sympathie. Je suis désolé. Cela rend les choses encore pires. Il m'a montré les photos, Michael et Lisa ensemble, s'embrassant sur des parkings, se tenant la main dans des restaurants à l'autre bout de la ville. Entrant ensemble dans son immeuble et en ressortant des heures plus tard, comme un couple. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 3 mois que j'ai pu documenter avec certitude, peut-être plus. Longtemps. Ils sont prudents. Ils varient leurs lieux de rencontre différents. Restaurants, différents horaires, mais ils ont des habitudes. Est-ce qu'ils se voient jamais chez moi? Non, jamais chez vous. Toujours dans son appartement, des hôtels ou des restaurants. Ils ne sont pas stupides à ce point. J'ai payé ses honoraires à Marcus, je l'ai remercié pour son travail, et je me suis assise dans ma maison à regarder les preuves. Des photos de mon mari et de ma meilleure amie et les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Ensemble, en train de me trahir. Cela m'aurait détruite si j'avais eu une confiance absolue en eux. Mais la voix d'Elena résonnait dans ma tête, test. Les gens. Observe-les quand ils pensent que tu n'as rien. C'est là que tu verras qui ils sont vraiment. Maintenant, je savais.
Tous les deux m'avaient montré exactement qui ils étaient. Mais je ne les ai pas affrontés, pas encore. J'ai attendu et j'ai observé. Je les ai laissés penser qu'ils s'en sortaient. Je les ai laissés s'enfoncer davantage. En septembre 2024, Michael a commencé à parler de vendre ma maison, évoquant le sujet de manière décontractée et répétée. Sarah, je me disais que nous devrions peut-être vendre cette maison, en acheter une plus grande, plus récente. Celle-ci commence à vieillir. Elle nécessite beaucoup de réparations. J'aime cette maison. C'était celle de ma grand-mère. Je sais, mais nous pourrions avoir quelque chose de vraiment bien. Un meilleur quartier, plus d'espace, une cuisine moderne. Ce serait une montée en gamme. Traduction, il voulait la moitié de la valeur lors du divorce. Il pensait que c'était un bien commun. Il pensait repartir avec des centaines de milliers de dollars. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'en avais hérité avant le mariage. C'était un bien propre, entièrement à moi. Il n'avait aucun droit légal sur le moindre dollar de sa valeur. Je ne suis pas prête à vendre, Michael. Cette maison compte pour moi. Mais nous pourrions faire un tel profit sur ce marché. J'ai dit, non, je ne discuterai plus de cela. Je pouvais voir sa frustration, le calcul dans ses yeux et la réalisation que je n'allais pas lui donner ce qu'il voulait. Début octobre, Lisa a commencé à agir bizarrement lors de nos soirées entre fille coupable, mal à l'aise, incapable de me regarder dans les yeux. Ça va. Lui ai-je demandé un jeudi soir. Tu sembles distraite. Oui, juste stressée par le boulot. De nouveaux projets, des délais serrés. Tu sais ce que c'est. Tu as besoin d'en parler. Non, rien. Ça va. Juste fatigué. On devrait peut-être arrêter pour ce soir. Elle est partie à 20h. D'habitude, elle restait jusqu'à 22h ou 23h. Elle s'est dépêchée comme si elle avait un rendez-vous. Je savais où elle allait. Retrouver Michael. Le 15 octobre 2024, Michael est rentré à 18h avec une valise déjà prête. Planifiée d'avance, prêt. Sarah, il faut qu'on parle. De quoi? De nous. De notre mariage. Je ne suis plus heureux. Ça fait un moment. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés, que nous voulons des choses différentes, que nous ne sommes plus compatibles. Comme si nous n'étions que des colocataires partageant une maison, pas des partenaires construisant une vie. Toutes les répliques standards des tricheurs. Les mêmes scénarios fatigués. Les mêmes excuses que j'avais entendues dans une douzaine de divorces d'amis. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Michael? Je dis que j'ai besoin d'espace. De temps pour savoir ce que je veux. Du temps. Pour réfléchir à notre avenir. Je vais aller vivre chez un ami pendant un temps. Pour me vider la tête. Quel ami? Juste quelqu'un du boulot. Personne que tu connais. Menteur. Un mensonge si évident, si pathétique. Si c'est ce dont tu as besoin, alors d'accord. Tu ne vas pas te battre pour nous? Pour notre mariage? Si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Je ne supplierai pas quelqu'un de rester s'il veut s'en aller. Il avait l'air surpris et choqué, même comme s'il s'était attendu à des larmes. Des supplications, du drame, à ce que je sois à genoux. Je passerai cette semaine pour prendre le reste de mes affaires. Je vais les emballer pour toi. Ce sera plus simple. Il est parti, a franchi la porte et a conduit directement jusqu'à l'appartement de Lisa. Marcus l'a confirmé avec des photos. 30 minutes plus tard, j'étais assise seule chez moi sans pleurer, sans être dévastée, sans avoir le cœur brisé, planifiant mon coup suivant,
réfléchissant au timing, réfléchissant à la stratégie. La voix d'Elena résonnait dans ma tête, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Je les croyais maintenant, tous les deux. Le lendemain matin, 16 octobre 2024, je suis entré dans le bureau de Patricia Morrison à 9h précise, premier rendez-vous de la journée. Je dois demander le divorce aujourd'hui. Dès que possible. Patricia a levé les yeux de son bureau. Quand avez-vous décidé cela? Hier soir. Mon mari m'a quitté pour ma meilleure amie. Il a déménagé, il s'est installé chez elle. Je veux un divorce aussi rapide que la loi du Colorado le permet. C'est très rapide. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir prendre un peu de temps pour y réfléchir? Je suis sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Patricia a ouvert le dossier de divorce sur son ordinateur et a commencé à taper. Très bien, passons cela en revue. Parlez-moi de votre patrimoine. Bien, investissement, épargne. Je possède ma maison, je l'ai héritée avant le mariage. Il n'a aucun droit dessus. C'est bien. Cela simplifie les choses. Quoi d'autre? Nous avons un compte courant joint pour les frais du foyer. Il y a environ 2000 $ dessus. Il peut tout garder. Je m'en fiche. C'est généreux de votre part. Je me fiche de 2000 $. Je veux juste qu'il sorte de ma vie. Et pour les comptes de retraite, les comptes d'investissement, les autres actifs? J'ai un petit compte de retraite à mon nom seul. Je l'ai commencé avant le mariage. Il n'y a rien versé. Il pourrait tout de même avoir droit à la moitié des gains réalisés pendant le mariage selon les lois sur les biens matrimoniaux du Colorado. Les gains sont minimes, peut-être 10 000 $ au total. Je les lui céderai si cela accélère le divorce. Je veux que ce soit fini le plus vite possible. Qu'est-ce que votre mari possède? Un 401K, plan de retraite, de son entreprise, peut-être 40 000 $ dessus. Quelques économies sur son compte personnel, peut-être 5 000 $. Sa voiture. C'est à peu près tout. Et cela ne vous dérange pas qu'il garde tout cela? Non. Je ne veux rien de lui. Ni son argent de retraite, ni ses économies. Rien. Je veux juste partir. Une rupture nette. Pas de drame. Pas de bagarre. Juste en finir. Patricia semblait impressionnée, agréablement surprise. Ce sera l'un des divorces les plus faciles que j'ai jamais traités. Pas d'enfants, pas de biens partagés, pas d'actifs contestés, pas de dispute pour l'argent. Nous pourrons probablement finaliser cela en 60 jours s'ils coopèrent. 90 jours maximum. Parfait. C'est exactement ce que je veux. Patricia a continué à taper. Puis elle a levé les yeux vers moi, m'a vraiment regardé, étudiant mon visage, mon calme, mon absence totale d'émotion. Vous êtes remarquablement calme pour quelqu'un dont le mari vient de s'enfuir avec sa meilleure amie il y a moins de 24 heures. Je sais ce que je veux, et ce que je veux, c'est être libéré de lui. La plupart des gens mettent des semaines à digérer ce genre de trahison. Vous demandez le divorce dès le lendemain matin. Pourquoi attendre? Attendre ne change rien. Patricia a lu attentivement mon formulaire de divulgation financière, puis s'est arrêtée. Ses yeux sont allés vers une section, puis une autre, puis sont revenus en arrière. Son expression a changé, elle a compris. Sarah, est-ce que votre mari est au courant pour? Non. Est-ce qu'il sait pour? Il ne sait rien. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Il ne sait pas, n'est-ce pas? Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il vient de perdre. Pas la moindre idée. Pas même un soupçon. Parlons-nous de montants significatifs ici?
J'ai souri mais n'ai pas donné de détails. Je n'ai pas donné de chiffres. J'ai juste souri mystérieusement. Disons simplement qu'il va regretter cette décision très amèrement pour le reste de sa vie. À quel point est-ce significatif? Assez significatif pour que, lorsqu'il le découvrira, il réalise qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie entière. Patricia a ri, secouant la tête d'incrédulité. Oh, je vous apprécie déjà. Ça va être amusant. Je l'espère. Patricia a déposé les papiers du divorce cet après-midi-là. Michael a reçu la signification à l'appartement de Lisa 3 jours plus tard, le 19 octobre 2024, par un huissier professionnel. Michael m'a appelé furieux, en colère, confus. Des papiers de divorce, Sarah? Vraiment? Je suis parti depuis 3 jours et... Tu demandes déjà le divorce? Tu es parti. Je rends cela officiel et légal. J'ai dit que j'avais besoin d'espace, pas d'un divorce. Tu t'es installé chez une autre femme, Michael. Ce n'est pas de l'espace. C'est une séparation. Je ne fais que la formaliser. Silence à l'autre bout du fil. Un long silence. Il a compris que je savais. Comment as-tu su pour Lisa? Tu me crois stupide? Tu as une liaison avec elle depuis des mois. Les soirées tardives, les nouveaux vêtements, la distance. Tu étais prévisible. Sarah, j'ai fait une erreur. Oui, tu en as fait une. Une énorme. Et maintenant, nous divorçons. Signe-les. Papier, Michael. Ne rends pas les choses difficiles. Et pour la maison? Nos actifs? J'ai droit à la moitié de tout. Tu n'as droit à rien. La maison était à moi avant notre mariage bien propre. Le compte joint contient 2000 $. Prends tout, je m'en fiche. Ton 401K est à toi. Mon compte de retraite est à moi. Nous n'avons aucun bien commun à partager. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Michael. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie. Tu es parti. Tu l'as choisi. Maintenant, assume ce choix. Signe les papiers. Je lui ai raccroché au nez. Je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de colère, juste une finalité glacée. Lisa a appelé 2 heures plus tard, en pleurs. Hystérique. Sarah, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Garde tes excuses, Lisa. Je ne veux pas les entendre. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. C'est arrivé, c'est tout. Rien n'arrive juste comme ça. Tu as fait des choix. Tu as couché avec mon mari. Tu l'as aidé à me tromper. Tu as détruit notre amitié. Tu as détruit mon mariage. Pourquoi? Un homme qui gagne 90 000 $ par an. Ce n'était pas pour l'argent. Tout est une question d'argent, Lisa. Tu ne le sais pas encore, mais tu le sauras bien assez tôt. Je lui ai raccroché au nez, à elle aussi. J'ai bloqué leurs 2 numéros. Fini. Avec eux. Je les ai effacés de ma vie aussi facilement qu'on supprime des contacts d'un téléphone. 1er novembre 2024, mon 33e anniversaire. Le jour où tout a changé. Le jour où l'attente a pris fin. Le jour où j'ai enfin pu accéder à ce qu'Elena m'avait laissé. Je me suis réveillé tôt, je me suis habillé et je me suis rendu à ma banque dans le centre-ville de Denver. J'ai rencontré mon gestionnaire de patrimoine, Steven Rodriguez. Il gérait l'argent d'Elena depuis des décennies. Maintenant, il gérait le mien. Joyeux anniversaire, Sarah. C'est le grand jour. Oui, ça l'est. Comment vous sentez-vous? Prête. J'attends cela depuis 9 ans.
Steven a affiché les comptes sur son ordinateur. Des chiffres que j'avais regardé grimper pendant près d'une décennie, mais que je ne pouvais pas toucher, auxquels je ne pouvais pas accéder, que je ne pouvais pas utiliser. Le fonds fiduciaire de votre grand-mère est officiellement arrivé à échéance. Tout vous est désormais entièrement accessible. Plus de restrictions, plus d'attente. Montrez-moi. Le fonds fiduciaire vaut désormais 3,2 millions de dollars. Votre grand-mère a commencé avec 2 millions. Des investissements intelligents et les intérêts composés sur 9 ans ont mené à ce résultat. J'ai hoché la tête. C'était attendu. Elena l'avait projeté. En combinant cela avec l'héritage dont la succession a été homologuée le mois dernier, vos actifs liquides totalisent environ 5 millions de dollars. 5 millions de dollars en liquide, accessibles. À moi. Entièrement à moi. Et les autres investissements? Votre portefeuille boursier personnel est actuellement évalué à 900 000 dollars. La start-up technologique dans laquelle vous avez investi il y a 5 ans entrant bourse en janvier. Vos parts devraient valoir entre 4 et 5 millions. Selon les projections actuelles de l'introduction en bourse, IPO. J'ai fait le calcul rapidement dans ma tête. Donc, une valeur nette totale d'environ 10 à 11 millions, peut-être 12 selon les performances de l'introduction en bourse. Exactement. Vous êtes une femme très riche, Sarah. Félicitations. J'ai signé les documents de transfert, j'ai déplacé tout l'argent vers des comptes accessibles, des comptes que moi seul contrôlais, des comptes dont Michael ne savait rien, des comptes qui étaient désormais entièrement miens. Oh, et Sarah, je devrais mentionner quelque chose d'important pour votre situation. Puisque votre mari est parti avant que le trust n'arrive à échéance. Et puisque vous avez déjà demandé le divorce, tout ceci constitue des biens propres selon la loi du Colorado. Il n'a absolument aucun droit sur quoi que ce soit. Pas un seul dollar. Je sais. C'est exactement ce que ma grand-mère avait prévu. Elle a structuré le trust pour qu'il arrive à échéance à 33 ans précisément parce qu'elle savait qu'à ce moment-là, je saurais en qui avoir confiance. C'était une femme très intelligente. C'était la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. Je suis rentré chez moi en conduisant lentement et réalisant, sentant le poids de tout cela, la liberté, la puissance, la validation. Elena avait eu raison sur tout. Teste les gens quand ils pensent que tu n'as rien. Observe comment ils te traitent. Vois leur véritable caractère. Michael avait échoué de façon spectaculaire. Lisa aussi. Je me suis assise dans la vieille maison d'Elena, la maison que Michael voulait vendre, la maison qui, selon lui, représentait ma lutte financière, la maison qu'il considérait comme son ticket pour les profits du divorce. Je me suis versé un verre de vin coûteux que je gardais pour ce jour précis, un Cabernet Sauvignon de la Napa Valley de 2015, à 200 $ la bouteille, caché dans ma cave à vin au sous-sol, derrière les vins bon marché que Michael connaissait. Mon téléphone a sonné. Patricia. Sarah, j'ai des nouvelles. Michael a signé les papiers du divorce ce matin. C'était rapide. Il a compris qu'il n'avait aucun moyen de pression, aucun droit sur la maison. Aucun bien commun significatif. Il a tout signé sans se battre. Le divorce sera prononcé début décembre dans 6 semaines. Parfait. Au fait, j'ai reçu un appel intéressant de l'avocat de Michael ce matin. Il voulait négocier un accord. Il pensait que vous pourriez peut-être verser quelque chose à Michael pour finaliser le divorce rapidement, éviter le délai d'attente, éviter d'éventuels tracas. J'ai éclaté de rire. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Je leur ai dit que vous étiez une rédactrice indépendante gagnant 40 000 $ par an, vivant dans la vieille maison de votre grand-mère.
Que vous aviez un patrimoine minimal. Que vous n'aviez rien à donner. Ils ont immédiatement fait marche arrière. Parfait. Absolument parfait. Sarah, je peux vous demander quelque chose? Juste entre nous, sous le sceau du secret professionnel. Quoi donc? De quoi votre mari s'est-il exactement détourné? Vous n'avez pas à me donner de détails. Juste un ordre de grandeur. J'ai souri en sirotant mon vin coûteux. De tout, Patricia. Il s'est détourné. De tout, et il n'en a aucune idée. Je suis avocate en divorce depuis 20 ans. C'est la plus belle ironie que j'ai jamais vue. Votre grand-mère serait fière. Elle le serait certainement. 2 semaines après que le fonds fiduciaire a expiré, mi-novembre 2024, j'ai croisé Lisa à l'épicerie. Un pur hasard. Le mauvais endroit, au mauvais moment. Pour elle. Elle avait l'air terrible, des cernes sous les yeux, des cheveux en désordre avec des racines apparentes, des vêtements bon marché de chez Target. Pas de maquillage, une perte de poids qui ne semblait pas saine. Sarah Lisa, on peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Par curiosité plus qu'autre chose. Nous nous sommes assises dans sa voiture sur le parking. Ça sentait là. Restauration rapide et le désespoir à vieilles frites, café éventé, stress. J'ai fait une énorme erreur, a dit Lisa, pleurant de vraies larmes, son mascara coulant. Michael n'est pas celui que je croyais. Que veux-tu dire? Il est fauché, Sarah. Complètement fauché. Je pensais qu'il avait de l'argent. Il travaille dans la tech, un poste de manager, il s'habille bien, conduit une voiture correcte. J'ai supposé qu'il réussissait, qu'il avait des économies, un avenir. Il gagne 90 000 $ par an, c'est un bon salaire, mais il n'a rien mis de côté. Rien. Son 401K est pathétique, 40 000 $ après 10 ans de travail. Il a des dettes de carte de crédit que j'ignorais, 15 000 $. Il dépense tout ce qu'il gagne. On arrive à peine à payer le loyer de mon appartement. J'ai caché ma satisfaction, gardant un visage neutre. C'est fâcheux. J'ai quitté mon emploi pour être avec lui. Je pensais que nous aurions cette vie formidable ensemble, que son salaire suffirait, que nous serions à l'aise. Mais on galère. On mange des ramen. Je suis en retard sur les mensualités de ma voiture. Pourquoi as-tu quitté ton travail, Lisa? Cela semble impulsif. Parce que Michael a dit que son salaire suffisait pour nous deux, que nous n'avions pas besoin de 2 revenus, que je pouvais prendre le temps de trouver quelque chose de mieux. Mais ça ne suffit pas. Le marché est terrible. Je n'ai encore rien trouvé. Ça fait 1 mois. On dirait que tu as fait plusieurs mauvais choix. J'ai détruit notre amitié pour un homme qui n'a rien, qui a menti sur sa situation financière, qui m'a promis une vie qu'il ne peut pas m'offrir. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Juste jusqu'à ce que je trouve un travail. Quelques milliers. Je te rembourserai, je te le promets. Je l'ai regardé, l'audace absolue, le culot, l'arrogance. Tu veux que je te prête de l'argent après que tu as couché avec mon mari? Après que tu as détruit mon mariage? Après que tu as trahi 10 ans d'amitié? Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis désespéré. Je suis en retard. Pour le loyer. Ma voiture risque d'être saisie. Je n'ai rien. La réponse est non. Sarah, s'il te plaît. Non. Tu as fait tes choix. Tu voulais Michael, tu l'as eu. Maintenant, tu dois vivre avec tout ce qui vient avec ce choix, y compris son irresponsabilité financière,
y compris ses dettes, y compris la difficulté à joindre les deux. Bouh. Je suis sorti de sa voiture et j'ai commencé à marcher vers la mienne. « Attends !» a crié Lisa derrière moi. « Sarah, attends !» Je me suis arrêté et me suis retourné. « Quelqu'un a dit quelque chose sur toi à propos de l'argent de l'héritage de ta grand-mère. C'est vrai ?» Je me suis figé. Le secret s'ébruitait. Quelqu'un savait quelque chose. Que as-tu entendu? Quelqu'un de la fac a vu quelque chose sur LinkedIn ou a entendu un truc. On dit que ta grand-mère t'avait laissé de l'argent, que tu avais hérité de quelque chose. C'est vrai? Je l'ai regardé et j'ai décidé de ne pas tout lui dire, mais de lui donner. Juste assez pour qu'elle s'interroge. Inquiète-toi de tes propres finances. Lisa, pas des miennes. Tu as assez de problèmes comme ça. Je suis parti, la laissant seule sur le parking confuse, soupçonneuse. Le secret commençait à fuiter. Les gens commençaient à parler, à se demander. Bientôt, tout le monde saurait, mais pas encore. Pas tout de suite. Décembre 2024, mon divorce a été finalisé le 12 décembre. J'étais officiellement redevenu Sarah Hartley célibataire, libre, légalement détachée. Et prête à bâtir. Le fonds fiduciaire étant accessible et le divorce finalisé. J'ai commencé à prendre des mesures sérieuses. D'abord, j'ai engagé une équipe, des conseillers professionnels qui savaient ce qu'ils faisaient. Un cabinet de gestion de patrimoine, des conseillers financiers spécialisés dans les clients fortunés, des avocats fiscalistes qui comprenaient la protection des actifs et des agents immobiliers travaillant avec des investisseurs. Je veux construire un portefeuille diversifié, immobilier, actions, entreprises. Plusieurs sources de revenus. Mon conseiller principal, James Park, était impressionné. La plupart des gens de votre âge ne pensent pas de manière aussi stratégique. Ma grand-mère m'a bien appris. Quel est votre degré de tolérance au risque? Modéré. Je veux de la croissance, mais aussi de la stabilité. Je joue sur le long terme. Intelligent. Commençons par l'immobilier. Des propriétés génératrices de revenus. Nous avons trouvé mon premier investissement en janvier 2025, un complexe de 8 appartements près de l'université de Denver. Bon quartier, structure solide. Locataire fiable principalement des étudiants et de jeunes professionnels. Prix d'achat, 1,2 million de dollars. J'ai payé comptant, pas d'hypothèque. Pas de dette, pleine propriété. Revenu locatif immédiat, 8 000 dollars par mois. Après les dépenses, la gestion immobilière, les impôts et les réserves. D'entretien, environ 6 000 dollars net, soit 72 000 dollars par an pour une seule propriété. Ensuite, j'ai acheté 3 propriétés commerciales, 2 petits centres commerciaux avec des locataires déjà en place, des chaînes de magasins nationales avec des baux à long terme, peu d'entretien, des revenus prévisibles. Un centre commercial à Aurora avec une épicerie, un pressing et un bureau. D'assurance, prix d'achat 900 000 dollars. Un centre commercial à Lakewood avec une pharmacie, un café et une pizzeria, prix d'achat 800 000 dollars. Un petit immeuble professionnel à Boulder avec des cabinets médicaux, prix d'achat 800 000 dollars. Investissement total, 2,5 millions de dollars en immobilier commercial. Revenus locatif combiné pour les 3, 15 000 dollars par mois. Après dépenses. Environ 12 000 dollars net, 144 000 dollars par an. J'ai diversifié mon portefeuille boursier de manière significative, en plaçant de l'argent dans des aristocrates du dividende, des entreprises qui ont versé des dividendes croissants pendant plus de 25 années consécutives. Des actions de premier ordre, des entreprises stables, services publics, biens de consommation de base, santé et des choses dont les gens ont toujours besoin.
Revenu annuel attendu des dividendes, 60 000 $. J'ai gardé les parts de la start-up, attendant patiemment l'introduction en bourse de janvier. J'ai aussi lancé ma propre entreprise, sans plus me cacher. Opérant sous mon vrai nom, Hartley Financial Consulting. Bâtir de la richesse. Grâce à la planification stratégique. J'ai loué des bureaux professionnels dans le centre-ville de Denver, mobilier moderne, salle de conférence vitrée. Installation professionnelle. J'ai embauché 2 employés, des planificateurs. Financiers expérimentés cherchant un meilleur environnement de travail que les grandes entreprises. J'ai commencé à prendre des clients, des propriétaires de petites entreprises ayant besoin d'aide pour leur planification financière, de jeunes professionnels voulant des conseils en investissement, des gens essayant de bâtir un patrimoine de manière responsable. L'entreprise est devenue immédiatement rentable. Ma réputation issue de mes années de conseil en ligne sous pseudonyme avait instauré une certaine crédibilité. Le bouche-à-oreille s'est propagé rapidement dans la communauté des affaires de Denver. En février 2025, mon revenu mensuel ressemblait à ceci. Revenu locatif immobilier, appartement, 6 000 $. Revenu locatif immobilier, commercial, 12 000 $. Revenu de dividendes boursiers, 5 000 $ en moyenne mensuelle. Bénéfice de l'entreprise de conseil, 4 000 $ en moyenne mensuelle. Total. Des revenus passifs et professionnels, 27 000 $ par mois, 324 000 $ par an. Je gagnais plus en revenus passifs que Michael en travaillant à plein temps. L'introduction en bourse de la start-up a eu lieu fin janvier 2025. L'accueil du marché a dépassé toutes les attentes. Les investisseurs ont adoré l'entreprise. Le prix de l'action a ouvert à 42 $ et est monté à 58 $ en 2 semaines. Ma participation de 5%, achetée pour 50 000 $ 5 ans plus tôt, valait désormais 5,2 millions de $. Après les impôts sur les gains en capital au taux à long terme, j'ai empoché 3,7 millions de $ net. J'ai réinvesti 2 millions de $ dans l'immobilier et gardé 1,7 million de $ en liquidité pour d'autres opportunités. Valeur nette totale en mars 2025, environ 16 millions de $. Capitaux propres immobiliers, 4,5 millions de $. Portefeuille boursier, 3 millions de $. Valeur de l'entreprise, 500 000 $. Trésorerie et investissement liquide, 8 millions de $. J'avais 33 ans, j'étais financièrement indépendante. Je pouvais prendre ma retraite immédiatement si je le souhaitais, ne plus jamais travailler un seul jour et vivre confortablement rien qu'avec mes revenus passifs. Mais je ne voulais pas prendre ma retraite. Je voulais bâtir davantage, créer davantage et aider les autres. J'ai créé une organisation à but non lucratif, la Fondation Helena Hartley, du nom de ma grand-mère. Mission, enseigner aux femmes l'indépendance financière. La littératie financière, les bases de l'investissement et la protection des actifs. Ton argent est ton pouvoir. Ne donne jamais ce pouvoir à quelqu'un d'autre. La sagesse d'Helena. C'était maintenant ma mission, mon héritage. J'ai embauché une directrice, loué un espace, créé un programme et commencé à offrir des cours gratuits aux femmes de Denver, base du budget, compréhension du crédit, fondamentaux de l'investissement, planification de la retraite. Les cours se sont remplis immédiatement et des femmes avides de connaissances, de pouvoir, d'indépendance. Mon empire grandissait, et Michael n'en savait toujours rien. Mars 2025, 5 mois après le départ de Michael, je l'ai croisé dans un café. Le même café où nous nous étions rencontrés 6 ans plus tôt. Ironique, poétique, parfait. Il avait l'air épuisé, fatigué, plus vieux que ses 36 ans. Des cernes sous les yeux, des vêtements bon marché, une posture défaite, une
Prise de poids au niveau du ventre. Sarah Michael, on peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, je dois te dire quelque chose. Je te dois bien ça. J'ai soupiré, j'ai regardé ma montre de luxe ou une Rolex que je m'étais offerte. Comme cadeau de divorce. 5 minutes. Nous nous sommes assis à une table dans un coin. Il avait un café ordinaire. J'avais un latte élaboré. J'ai fait une erreur, a dit Michael, la voix brisée par l'émotion. La plus grande erreur de ma vie. Te quitter était stupide. J'ai été un idiot. Un imbécile complet. J'ai tout gâché pour rien. Oui, tu as été un idiot. Lisa et moi avons rompu le mois dernier. Ça n'a pas marché entre nous. J'ai compris qu'elle n'était avec moi que pour l'argent. Quand elle a réalisé que je n'en avais pas, que je ne pouvais pas financer le style de vie qu'elle voulait, elle a perdu tout intérêt. Elle a commencé à chercher quelqu'un d'autre. Le karma est efficace. Elle sort avec un avocat maintenant. Le gars gagne 300 000 $ par an. Elle a trouvé quelqu'un qui peut vraiment s'occuper d'elle. Financièrement. Tant mieux pour elle. J'ai pensé à toi, à nous, à ce que nous avions, à ce que j'ai jeté. Je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas juste des mots. Je veux arranger les choses. Entre nous. Michael, il n'y a pas de nous. Nous sommes divorcés. Ce chapitre est clos. Terminé, fini. Mais nous pourrions réessayer. Repartir à zéro. J'ai changé. Tu n'as pas changé. Tu es juste fauché, seul et désespéré. Ce n'est pas un changement. Ce sont des conséquences. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu m'as quitté pour une autre femme, tu m'as trompé. Avec ma meilleure amie pendant des mois, tu m'as menti effrontément à plusieurs reprises, tu as provoqué le divorce. Maintenant que ça n'a pas marché. Maintenant que tu galères financièrement, maintenant que tu es seul, tu veux me récupérer. Ce n'est pas du changement. C'est du désespoir et de la commodité. Le visage de Michael a rougi, la colère perçant à travers la tristesse. J'essaie de m'excuser, de me racheter, de réparer ce que j'ai brisé. Je ne veux pas de tes excuses. Je ne veux pas de ton rachat. Je veux que tu me laisses tranquille et que tu me laisses vivre ma vie en paix. Tu es cruel. Je suis honnête, chose que tu n'as jamais été avec moi durant tout notre mariage. Je me suis levé pour partir. Les 5 minutes étaient plus que passées. Attends, Sarah, s'il te plaît. J'ai entendu un truc sur toi à propos de ton argent, de ton héritage. Je me suis figé, je me suis retourné lentement. Que as-tu entendu? Quelqu'un a dit quelque chose. Un ami commun de la fac. Ils ont mentionné que tu avais hérité de l'argent de ta grand-mère. Que tu es riche maintenant. Ils t'ont vu à un événement caritatif, ont vu ton nom sur une liste de donateurs. C'est vrai? Je l'ai regardé et j'ai pris une décision. Il était temps qu'ils sachent. Tant qu'ils comprennent exactement de quoi ils s'étaient détournés. Tant qu'ils ressentent tout le poids de son erreur. Oui, Michael, c'est vrai. Chaque mot. Son visage est devenu livide blanc comme si tout son sang s'était retiré. Quoi? J'ai hérité de 3,2 millions de $ de ma grand-mère en novembre dernier. Le trust est arrivé à échéance le jour de mes 33 ans, juste après ton départ. Un timing parfait. J'ai aussi reçu un héritage de 1,8 million de $ qui a été débloqué en octobre, juste avant que tu ne t'en ailles. Tu m'as quitté 2 semaines avant que j'aie accès à 5 millions de $. Michael semblait sur le point de vomir, de s'évanouir.
J'avais un portefeuille boursier d'une valeur de 900 000 $ que tu n'as jamais connu, plus des parts de start-up qui ont été liquidées en janvier pour 5,2 millions de dollars. Après impôt, j'ai récupéré 3,7 millions de dollars rien qu'avec ça. Combien? Je vaux environ 16 millions de dollars maintenant, Michael. Je possède 4 propriétés rentables, je dirige une entreprise de conseil prospère et j'ai lancé une fondation à but non lucratif. Je génère plus de 300 000 $ par an rien qu'en revenu passif. 16 millions et tu t'es détourné de tout ça. De chaque dollar. Pour Lisa. Pour une femme qui gagnait 60 000 $ par an, qui a quitté son travail. Et qui s'attendait à ce que tu l'entretiennes. Tu as échangé une multimillionnaire contre une responsable marketing fauchée. Tu ne me l'as jamais dit. Parce que je voulais voir qui tu étais vraiment. Je voulais te tester. Voir si tu m'aimais pour moi. Voir si tu resterais fidèle quand tu pensais qu'il n'y avait rien à gagner. Voir si tu étais digne de confiance. Mais je ne savais pas. C'est précisément le but. Tu ne savais pas. Tu m'as quitté en pensant que j'étais fauché, en pensant que j'étais une écrivaine en galère qui n'avait rien à t'offrir financièrement. Et tu es parti quand même. Tu as choisi Lisa. Plutôt que moi. Tu as choisi une liaison plutôt que notre mariage. Pas à cause de l'argent, mais à cause de ce que tu es en tant que personne. Sarah, si j'avais su. Si tu avais su, tu serais restée. Mais pas parce que tu m'aimais, mais parce que tu aimais mon argent. C'est exactement pour cela que je ne te l'ai pas dit. C'est exactement pour cela que ma grand-mère a structuré le trust de cette façon. Pour tester les gens, pour voir leur vrai caractère quand ils pensent qu'ils n'y a rien à gagner. On pourrait encore. Non, on ne pourrait pas. Parce que même si tu n'avais pas triché, même si tu étais resté fidèle, j'aurais fini par divorcer de toute façon. Tu as échoué au test, Michael. Le test de savoir si tu m'aimais quand tu pensais que je n'avais rien. Tu as échoué de manière spectaculaire. Quel test? Tu ne m'as jamais dit qu'il y avait un test. C'est parce que ça ne marche que si on ne sait pas ce qui se passe. Tu m'as montré qui tu es vraiment, un tricheur, un menteur, quelqu'un qui jetterait 8 ans de vie commune pour une excitation passagère. Quelqu'un qui ne mérite pas ce que j'ai bâti. Je suis parti, le laissant là, hébété, dévasté, réalisant ce qu'il avait perdu. Chaque dollar, chaque opportunité, chaque rêve. Tout cela envolé parce qu'il n'avait pas su rester fidèle à ses engagements. C'était plus satisfaisant que je ne l'avais imaginé, net, final, gratifiant. Octobre 2025, un an depuis le départ de Michael, un an depuis que tout a changé. J'ai 33 ans, je vaux environ 17 millions de dollars maintenant. Le portefeuille continue de fructifier. Je possède une magnifique maison à Cherry Creek, le quartier le plus prestigieux de Denver, 4 chambres, 3 salles de bain, un bureau avec vue sur les montagnes, une piscine, un garage pour 3 voitures. Prix d'achat, 2,4 millions de dollars. Payé comptant. Cuisine moderne, parquet, baies vitrées du sol au plafond, tout ce dont j'avais rêvé. Je dirige 2 entreprises prospères maintenant. Le cabinet de conseil emploi 8 personnes, nous gérons plus de 30 millions de dollars d'actifs pour nos clients et générons un solide bénéfice annuel à 6 chiffres. La Fondation Helena Hartley a grandi au-delà de mes espérances. Nous avons enseigné la littératie financière à plus de 500 femmes au cours de l'année écoulée et nous avons changé des vies, créé de l'indépendance. Je possède désormais 12 unités d'habitation, 6 propriétés commerciales, et je génère 45 000 $ par mois en revenus locatifs. Soit plus de 500 000 $ par an.
Mon portefeuille boursier a atteint 4 millions de dollars. Les revenus de dividendes s'élèvent désormais à 75 000 dollars par an. Revenu annuel total toutes sources confondues, environ 600 000 dollars et an. Pleine croissance. Je sors avec quelqu'un. Il s'appelle Daniel Martinez. Il a 34 ans, il est professeur d'histoire dans un lycée public de Denver. Il gagne 47 000 dollars par an. Conduit une Subaru de 10 ans et vit simplement dans un petit appartement près de son école. Il n'avait aucune idée que j'étais riche quand nous nous sommes rencontrés. Il pensait que j'étais juste une consultante financière gagnant correctement ma vie. Rien de spécial. Et il m'a aimé quand même pour ma personnalité, mon humour, mes valeurs, mon intelligence et ma passion pour l'aide aux autres. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif que j'organisais pour la fondation. Il était bénévole. Nous avons commencé à discuter. Il m'a invité à prendre un café. Nous sortons ensemble depuis 4 mois maintenant, nous prenons notre temps. Bâtissons la confiance, nous assurons que nous sommes faits l'un pour l'autre. Après 3 mois, je lui ai dit la vérité sur tout, l'héritage, l'empire, les 16 millions de dollars. Tu vaux combien, a-t-il demandé, les yeux écarquillés. 17 millions maintenant, en fait. Le portefeuille continue de grimper. Il a ri, secouant la tête d'étonnement. Tu m'as laissé payer nos cafés avec mon salaire de prof pendant tout ce temps? Parce que je voulais que tu te sentes comme un partenaire égal. Ton argent a autant de valeur que le mien. Ta contribution est tout aussi importante. Le montant ne m'importe pas. Est-ce que ça t'importe que je ne gagne jamais ne serait-ce qu'une fraction de ce que tu gagnes? Pas le moins du monde. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'entretenir financièrement. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime pour moi, qui me respecte, qui soit fidèle et honnête. C'est ce qui compte. Je t'aime pour toi. L'argent, c'est intimidant. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que tu me fais rire. Parce que tu es brillante et passionnée. Parce que tu me pousses à être meilleur. Bien. Parce que j'ai appris à la dure, l'argent change les gens. Mais seulement si on le permet. J'avais besoin de savoir que tu ne changerais pas. Je ne changerai pas. Je te le promets. Et jusqu'à présent, il n'a pas changé. Nous bâtissons quelque chose de réel. Basé sur la confiance, l'honnêteté et une connexion authentique. Michael a essayé de me contacter plusieurs fois au cours de l'année écoulée. Des emails qui parviennent à contourner mes blocages, des SMS provenant d'eux. Nouveau numéro, il s'est même présenté une fois devant ma nouvelle maison. Je ne sais pas comment il a trouvé mon adresse, il a probablement consulté le registre foncier et a vu mon nom sur un achat de maison à 2,4 millions de dollars. Sarah, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi m'excuser. Correctement. On pourrait recommencer. J'ai changé. Je suis différente maintenant, Michael. J'ai tourné la page, littéralement et figurativement. Tu devrais en faire autant. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Les choix ont des conséquences. Voici les tiennes. Maintenant, quitte ma propriété ou j'appelle la police pour violation de domicile. Il est parti, mais a envoyé un autre email une semaine plus tard long. Décousu, désespéré. Je ne l'ai pas lu, je l'ai simplement supprimé et j'ai bloqué cette adresse email aussi. Il a fini par arrêter d'essayer en août. Acceptant que nous en avions fini pour de bon, que je ne le reprendrai jamais. Et qu'il avait définitivement et irrévocablement perdu l'accès à ma vie et à ma fortune. Lisa m'a contacté en juillet. Un long email d'excuses, des milliers de mots. D'explications, de justifications, de regrets.
J'ai été stupide, égoïste. Jalouse de ce que tu avais avec Michael. J'ai détruit notre amitié pour un homme qui n'en valait pas la peine. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout changer. J'aimerais pouvoir défaire ce que j'ai fait. On peut se parler? Je peux m'excuser en personne? Tu me manques. Notre amitié me manque. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas envisagé de le faire. Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Certaines relations, une fois brisées, ne peuvent plus être reconstruites. Les fondations sont brisées. La confiance est détruite. Il n'y a plus rien sur quoi bâtir. Lisa et Michael se méritent. Ce sont tous deux des gens qui privilégient la gratification immédiate à la stabilité à long terme, qui prennent des décisions impulsives et égoïstes sans penser aux conséquences, et qui rejettent la faute sur tout le monde sauf eux-mêmes quand ces conséquences arrivent. Aux dernières nouvelles, ils galèrent tous les deux. Michael occupe toujours son poste de cadre moyen à 90 000 $ sans aucune économie. Lisa travaille comme coordinatrice marketing pour 50 000 $. Ils arrivent tous deux à peine à s'en sortir dans la ville onéreuse de Denver. Ils finiront probablement par se remettre ensemble un jour, deux personnes fauchées et aigries se reprochant mutuellement leurs difficultés, sans jamais prendre leurs responsabilités, sans jamais apprendre de leurs erreurs. Pendant ce temps, je m'épanouis, je bâtis, je grandis et j'aide les autres à construire leurs propres empires. Ma grand-mère, Elena, serait si fière de moi. Elle m'a tout appris, comment me protéger, comment être intelligente, comment tester les gens avant de leur accorder une confiance totale, comment bâtir une fortune discrètement et stratégiquement. L'argent révèle le caractère. Quand les gens pensent que vous n'avez rien, quand ils pensent qu'il n'y a rien à gagner, c'est là qu'ils vous montrent qui ils sont vraiment. Elle avait absolument raison sur tout. Michael m'a montré qu'il était un tricheur, quelqu'un qui échangerait l'amour contre le désir, l'engagement contre l'excitation, et la loyauté contre un fantasme éphémère. Lisa m'a montré qu'elle était une traîtresse, quelqu'un qui détruirait une décennie d'amitié pour un homme, quelqu'un qui sacrifierait la loyauté pour une opportunité, et quelqu'un qui choisirait le gain personnel au détriment de l'éthique. Et je leur ai montré à tous les deux que j'étais plus intelligente, plus stratégique, plus patiente et plus capable qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils se sont détournés d'une multimillionnaire en pensant échapper à une écrivaine en difficulté joignant à peine les deux bouts. Ils ont cru monter en gamme en pensant obtenir quelque chose de mieux. Ils ont planifié un avenir ensemble en pensant avoir gagné un prix. Mais ils ont perdu tout ce qui comptait parce qu'ils n'ont jamais su ce qu'ils possédaient, ce dont ils s'éloignaient, et ce qu'ils sacrifiaient pour un moment de stupidité égoïste. Ils passeront le reste de leur vie à savoir qu'ils avaient accès à des millions, à la sécurité, au confort, à des opportunités et qu'ils ont tout jeté pour rien. Je m'appelle Sarah Hartley. J'ai 33 ans. Je vaux 17 millions de $. Et l'homme qui s'est détourné de moi passera le reste de sa vie à savoir exactement ce qu'il a perdu. Chaque dollar, chaque opportunité, chaque rêve, chaque possibilité, tout cela envolé à jamais parce qu'il était trop stupide et trop égoïste pour reconnaître ce qu'il avait quand il l'avait. Et c'est la plus douce des revanches. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse un divorce, quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu, quelqu'un qui a besoin de savoir que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger du tout, c'est de bâtir un empire pendant qu'il regarde depuis la touche. Protégez vos finances. Testez le caractère des gens. Ne révélez jamais tout avant qu'ils n'aient prouvé qu'ils étaient
digne de cette confiance. La meilleure revanche, c'est le succès, la liberté et l'indépendance. Bâtir quelque chose d'extraordinaire pendant qu'ils se débattent avec les conséquences de leur choix. Laissez-les vous regarder prospérer pendant qu'ils vivent avec leurs regrets. Look at those roofs, they are incredible. I know the colors are so vibrant in the sun.